Il y a les polluants que nous inhalons sans en avoir vraiment le choix, comme on vient de le voir. Il y a aussi les polluants dont nous nous tartinons le visage, le corps, le cuir chevelu, et ça de manière tout à fait volontaire, avec une certaine volupté même. L'esprit critique bien assoupi par la publicité, on pense même que ça va nous rajeunir et nous rendre plus beaux. Des hectotonnes de crèmes, de démêlants, de lacs, de déos, de cosmétiques, de gel douche et de parfums qui finissent dans l'eau après avoir transité par notre corps. Sauf que la peau n'est pas ce rempart infranchissable que l'on imaginait. Un reportage signé Charles Reinman et Sophie Gabu. Elle est lavée, nettoyée, hydratée, maquillée. Chaque jour, notre peau absorbe toute une série de substances. La peau est un organe. C'est l'organe le plus étendu et le plus lourd du corps humain. Chez l'adulte, la peau mesure environ 2 mètres carrés. Elle pèse en moyenne 3 kg chez la femme et 5 kg chez l'homme. La peau, c'est une enveloppe qui nous protège de l'extérieur, qui à la fois garde les éléments étrangers que sont par exemple les bactéries, les virus, les produits chimiques en dehors de notre corps, et puis qui fait aussi une barrière pour nous empêcher par exemple de nous déshydrater, donc il garde l'eau à l'intérieur. Longtemps, la peau a été négligée par la recherche, mais avec le temps, la dermatologie a gagné en reconnaissance. Ça a été le parent pauvre de la médecine. Pendant de nombreuses années, on disait « Ah oui, le dermatologue, c'est celui qui ne sait pas grand-chose, et puis il ne fait pas grand-chose non plus. » Et puis ça a beaucoup changé. Il y a énormément de recherches dans le domaine de la peau. C'est un organe qui est à l'extérieur, qui est facile à biopsier. On peut facilement prendre des morceaux de peau. Et ça a permis à la recherche sur la peau de progresser de manière vraiment extrêmement rapide. Bonjour. Je viens chercher un échantillon pour l'Institut de santé au travail. Tenez, je vous le remets. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Nous sommes aux Chuves. David Vernet vient récupérer une matière première précieuse pour ses expériences. Des échantillons de peau humaine issus de la chirurgie de l'obésité. Avec son équipe de l'Institut roman de santé au travail, il étudie le passage des substances chimiques à travers la peau. Leur but ? En comprendre les mécanismes pour mieux protéger les travailleurs des composants problématiques. Voilà l'échantillon du jour. Merci. Il y a 3 grandes voies d'entrée des toxiques dans l'organisme, l'ingestion, l'inhalation et la voie cutanée, la peau. Historiquement, on s'est beaucoup intéressé dans le domaine de la santé environnementale et dans le domaine de la santé au travail à la voie inhalée. Parce que c'est une voie d'entrée très directe dans l'organisme et surtout parce que quand on connaît la concentration externe en polluants, on peut calculer une dose interne et ça permet de faire une évaluation de risque. Ce n'est pas le cas pour la peau, qui est un organe qui est assez compliqué, où la relation directe entre la dose externe et la dose interne n'est pas aussi simple à établir. Du coup, on a beaucoup de mal à réglementer et à contrôler, à prévenir ce type de risque. À leur début, les chercheurs ont dû se contenter d'oreilles de cochon et de peau artificielle pour leurs expériences. Aujourd'hui, ils obtiennent des résultats bien plus fiables en travaillant avec de la peau humaine. On va exposer de la peau à une substance chimique et regarder à quelle vitesse et après combien de temps cette substance va traverser la peau. On va aussi pouvoir regarder s'il y a métabolisation, c'est-à-dire s'il y a une transformation de la substance dans la peau elle-même. Ici, l'équipe de David Vernet fait des mesures sur le bisphénol A. En 2017, l'Agence européenne des produits chimiques l'a reconnu comme perturbateur endocrinien. Le bisphénol A est classé dans la liste des substances extrêmement préoccupantes. Cette étude a été commandée par l'Office fédéral de la santé publique. Il y a beaucoup de paramètres qui vont influencer le passage à travers la peau. Il y a des paramètres liés à la substance. Les paramètres liés à la substance, c'est la taille de la molécule et la polarité, c'est-à-dire sa capacité à se solubiliser dans les graisses ou dans l'eau, puisque la peau a à la fois une barrière hydrophile et à la fois une barrière lipophile. Et puis il y a des paramètres qui sont liés à la peau elle-même. L'état de surface de la peau, la zone anatomique touchée, l'hydratation de la peau, qui font que c'est difficile à prévoir. La peau a plusieurs couches. En surface, la couche cornée. Elle se compose de lipides et de protéines qui empêchent les molécules solubles dans l'eau de passer.
Les couches inférieures, elles, contiennent de l'eau. Ce sont les couches aqueuses qui empêchent les lipides, donc les graisses, de passer. Les molécules solubles à la fois dans les graisses et dans l'eau sont celles qui traversent le plus facilement la barrière cutanée. Mais certaines molécules, qui a priori ont de la difficulté à passer les couches aqueuses, se transforment et se retrouvent dans notre organisme. C'est la métabolisation. Dans une certaine mesure, toutes les substances sont susceptibles de traverser la peau en plus ou moins grande quantité. Évidemment, plus la polarité est intermédiaire et plus la taille de la molécule est petite, et plus ce passage va être important. Mais la semi-perméabilité de la peau n'a pas que des désavantages. Depuis une trentaine d'années, la médecine utilise la peau comme voie d'entrée pour administrer des médicaments via les patchs. À Lausanne, l'Institut suisse de la douleur est un organisme indépendant dédié aux soins des patients souffrant de douleurs persistantes et chroniques. Nicole Honegger s'y rend régulièrement pour des consultations. Elle est malade depuis 17 ans. Les patchs ont changé sa vie. Je souffre d'une cystite interstitielle et c'est une maladie qui touche la vessie en fait. C'est la peau de la vessie qui se régénère pas et qui est complètement irritée. Et du coup, ça fait que dès que l'urine arrive dans la vessie, ça fait vraiment des douleurs épouvantables, quoi. J'ai essayé beaucoup de traitements et rien n'a fonctionné avant que je puisse avoir ce patch. Les patchs, c'est vraiment pratique parce que je les change tous les 3 jours, donc j'ai pas le problème de prendre mon médicament 3-4 fois par jour, d'y penser. Pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'important parce que ça m'a permis de reprendre un peu ma vie en main. Mais par contre, c'est quelque chose qui ne soigne pas. Donc là, je cherche quand même quelque chose qui pourrait me guérir et pas juste soulager la douleur. Le patch de Nicole Honegger est à base de morphine. Mais bien d'autres substances peuvent être diffusées via ce dispositif. Nicolas Schad est le pharmacien responsable des hôpitaux de la Côte. Les patchs, il connaît bien. Alors les patchs sont utilisés pour des indications très diverses. Ça peut être par exemple pour l'antalgie. Vous avez des médicaments assez anodins pour des douleurs légères. Vous avez aussi des médicaments pour des douleurs bien plus fortes. Ici des dérivés de la morphine, mais bien plus puissants que la morphine. Vous avez des médicaments comme des hormones qui se donnent pour la substitution de la ménopause. Vous avez ce produit ici qui est utilisé pour les maux des voyages et des vomissements. La nicotine utilisée pour le sevrage tabagique, pour essayer de diminuer la consommation de tabac. Vous avez un antiparkinsonien et vous avez aussi des produits d'usage cardiologique comme celui-ci qui contient de la nitroglycérine. La technologie pharmaceutique qui s'est beaucoup développée peut-être ces 5 ou 10 dernières années a permis l'administration de médicaments de manière précise, dans le sens qu'on a maintenant une des technologies qui permettent d'administrer des doses toujours identiques du médicament, c'est-à-dire si un patch vous délivre 50 microgrammes par heure de principe actif, on sait que c'est 50 microgrammes de principe actif. C'est pas 20, c'est pas 100. Et ça, c'est très important. On l'a compris. La semi-perméabilité de la peau permet, via les patchs, de faire passer volontairement des substances médicamenteuses dans l'organisme. Mais le revers de la médaille, c'est que cette semi-perméabilité pose problème quand nous sommes exposés à certaines substances chimiques. Effectivement, cette perméabilité de la peau fait que l'on devrait prendre beaucoup plus de précautions avant d'autoriser la mise sur le marché de ces substances. Puisqu'elles peuvent passer dans l'organisme et qu'on peut les retrouver dans le sang, l'urine et le lait maternel, alors on devrait obliger l'industrie cosmétique à prouver leur innocuité. Les fabricants de médicaments doivent démontrer que les bénéfices de leurs molécules sont supérieurs aux risques d'effets adverses, pas les fabricants de cosmétiques. Il faut dire que la législation sur ces produits date d'une époque où l'on pensait qu'ils n'allaient pas au-delà de la surface de la peau et où on ignorait l'effet cocktail et celui des faibles doses. Mais maintenant que l'on sait, qui ose demander des comptes à une industrie qui pèse plus de 2 milliards de francs par année rien qu'en Suisse? Pas nos autorités sanitaires, manifestement. Alors à nous de nous forger notre propre avis éclairé. Je suppose que chaque jour, j'utilise entre 20 à 30 cosmétiques à peu près. Je pense entre 15, une quinzaine de cosmétiques par jour.
entre 15 et 20 cosmétiques. Aluminium, phénoxyéthanol, méthylparabène, butylparabène, BHT, propylparabène. Notre peau n'est pas une barrière absolue. Et tous les jours, nous la couvrons de 1001 substances chimiques et naturelles contenues dans des crèmes, des gels douches, des déodorants, du maquillage, bref, des cosmétiques. Mais est-ce que des ingrédients présents dans les cosmétiques traversent la peau et vont dans l'organisme? Réponse oui, plus. Notre peau est capable de capter les perturbateurs endocriniens de l'air, de notre activité professionnelle ou de notre activité quotidienne, comme l'utilisation de shampoings, de crèmes, etc. Certains cosmétiques contiennent des perturbateurs endocriniens. Mais de quoi s'agit-il au juste? Le système endocrinien est composé de glandes qui sécrètent des hormones. Les hormones sont des messagers porteurs d'informations permettant la régulation de l'organisme et l'harmonie de son développement. Or, certaines substances chimiques miment le comportement des hormones. Ce sont les perturbateurs endocriniens. Ils se logent dans les récepteurs hormonaux et brouillent les informations, ce qui entraîne toutes sortes de déséquilibres, problèmes de fertilité, malformations génitales, puberté précoce. Professeur d'endocrinologie pédiatrique au CHU de Montpellier, Charles Sultan vit en partie à Sion. Il analyse les conséquences de la pollution environnementale sur la santé de l'enfant depuis 20 ans. Très préoccupé par le bain chimique dans lequel nous évoluons, c'est un expert mondialement reconnu sur ces questions. Lorsque l'on considère l'action des perturbateurs endocriniens, il est apparu très vite qu'il y avait 3 périodes fondamentales du développement de l'individu où la sensibilité, on parle même de vulnérabilité, était la plus importante. Ces 3 périodes sont représentées premièrement par la vie fœtale, deuxièmement les premières années de la vie et troisièmement l'adolescence. Pour ces 3 périodes de la vie, les données scientifiques s'accumulent. Un travail publié il y a quelques semaines montre que le facteur de risque de développer une malformation génitale était 6 fois supérieur lorsque la mère avait utilisé pendant la grossesse des cosmétiques et des produits shampoings, savons, ce qui est un risque considérable. Le professeur Sultan tire la sonnette d'alarme. Pour lui, des mesures radicales s'imposent. Il faut interdire l'utilisation de cosmétiques et autres produits de beauté ou de soins pendant ces 3 périodes parce qu'on a évalué qu'1 millier d'entre eux contenaient des substances à risque et 25 d'entre eux contiennent des substances chimiques interdites. Ces substances problématiques, Sarah Gnoni les évite au maximum. La lausannoise est présidente de Toxic Free Suisse. Bonjour. Cette association, fondée il y a 1 année, comptabilise une 50aine de membres. Son but, informer et sensibiliser à la fois le public et le corps médical aux problèmes liés aux pesticides et aux perturbateurs endocriniens. Ce qui m'a poussée en fait à créer l'association pour pouvoir en parler, c'est que j'ai eu 2 grossesses et à aucun moment un médecin, un gynécologue m'a prévenu en disant bah voilà, vous êtes enceinte, évitez vraiment de mettre des crèmes sur vous, évitez de manger de la nourriture avec des pesticides, évitez le plastique, ce genre de choses. Il ne faut pas faire peur aux gens, mais je trouve qu'une femme enceinte devrait savoir qu'elle peut exposer son fœtus si elle met certaines substances sur son corps. Un magasin en vrac à Lausanne. C'est ici que Sarah Gnoni vient faire le plein de cosmétiques. Alors j'ai acheté du beurre de cacao pour essayer de faire mes produits moi-même, un savon shampoing à la rose qui est très pratique, donc voilà, il n'y a aucun emballage, c'est très simple, et du déodorant. Et là, je l'aime bien, il contient que 3 ingrédients, puis en verre, donc pas de plastique. Les produits sont très simples en fait, ils sont faits à base d'ingrédients naturels et très peu de substances par rapport à ce qu'on peut trouver dans le commerce.
Ces produits-là ne coûtent pas plus cher que les produits industriels. Il n'y a pas d'emballage, il n'y a pas de marketing, donc on ne paye pas des stars pour faire de la pub. Donc ce coût-là, quelqu'un doit le payer. Donc là, en l'occurrence, on ne le paye pas. Est-ce qu'il vous faut un ticket ? Non, c'est tout. Merci bien. L'union fait la force. Toxic Free Suisse représente un nouvel acteur de la société civile. Bonjour. Enchantée. Allez, La Fédération romande des consommateurs a invité cette jeune association pour sensibiliser le public à l'occasion d'un événement. Donc la conférence sur les perturbateurs endocriniens s'appelle La santé des femmes au quotidien, subir ou se battre. C'est déjà bien, on a déjà fait un gros tri. Anne Onidi a mené une enquête sur des gels douche qui mettent en avant des ingrédients naturels, alors qu'ils contiennent des substances indésirables. Il y a certaines substances qui sont des perturbateurs endocriniens avérés, donc ça a été prouvé scientifiquement. Il y en a qui sont cancérogènes, il y en a qui sont irritants, et il y a des substances qui sont vraiment des allergènes, qui ont même été interdites dans les produits qui ne sont pas rincés, dans les crèmes, et qu'on trouve par contre dans les gels douche sans problème, alors qu'il n'y a pas de raison. Pour aider le consommateur à s'y retrouver, la FRC a dressé une liste noire des substances à éviter. Ce qui est inquiétant, c'est que les cosmétiques, tout le monde en utilise tous les jours. Tous ces produits cosmétiques sont là dans les rayons en toute légalité. Donc oui, c'est inquiétant parce que les consommateurs doivent faire un choix et ils n'ont pas les outils pour décider quels produits ils vont acheter. Donc ça, oui, c'est inquiétant et c'est injuste aussi. Ces substances à risque qui remplissent nos salles de bain, les voici. Des irritants, des allergènes et surtout des perturbateurs endocriniens au nom barbare. Il reste qu'on se demande pourquoi ces composants problématiques peuvent légalement se trouver dans nos produits cosmétiques. Nous avons posé la question à Jacques Diezi, toxicologue à la retraite. Aujourd'hui, son contact avec les substances chimiques se limite à la pratique de la gravure. Mais il a travaillé 20 ans pour Swissmedic, l'organe qui décide de la mise sur le marché des médicaments. Il connaît la législation suisse sur le bout des doigts. Tout ceci est réglé par un cadre européen maintenant auquel la Suisse fondamentalement adhère dans ses principes. Donc le produit doit être déclaré et doit correspondre à des standards d'acceptabilité. Pour le reste, d'une façon générale, c'est la tendance qui s'est manifestée depuis de nombreuses années maintenant. Le principe, c'est celui de l'autocontrôle. C'est-à-dire que c'est le fabricant qui prend la responsabilité des ennuis éventuels de son produit une fois qu'il est commercialisé. On peut s'étonner que les cosmétiques soient régis par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, et non par l'Office fédéral de la santé publique. Les produits cosmétiques, malgré tout, ont font courir un risque, entre guillemets, de toxicité humaine sur l'individu sur qui on applique ces produits, qui est nettement plus faible que celui potentiel des médicaments, parce que les doses sont sans comparaison. Malgré tout, si généralement une certaine fraction d'une dose de cosmétique est appliquée sur la peau, passe à travers la peau et entre dans le système général de l'organisme, malgré tout, ces quantités sont beaucoup plus faibles, voire même complètement inexistantes. Certes, la concentration des perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques est très faible. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont sans danger, bien au contraire. Les hormones agissent à des doses très faibles. Elles agissent sur un récepteur. Et ce récepteur est capable de répondre par un effet biologique à des doses infinitésimales. En termes de perturbateurs endocriniens, la dose ne fait pas le poison. Ça, c'est une règle à laquelle personne ne peut déroger en termes de perturbateurs. On connaît parfaitement le mécanisme. Plusieurs études ont donc démontré que les perturbateurs endocriniens sont néfastes aux 3 périodes que sont la vie fœtale, la petite enfance et l'adolescence. Mais qu'en est-il des adultes ? Pour les épidémiologistes, il est quasiment impossible de faire la preuve d'un lien de causalité entre un perturbateur endocrinien et un cancer, sachant que ce dernier peut mettre 20 ans à se déclarer.
On a des études qui sont rassurantes, on a des études qui sont plus inquiétantes, mais la relation de, si vous voulez, d'exposition et d'effets adverses donnés, on ne l'a pas. Ça veut dire qu'on nage dans l'incertitude. Mais je crois que la population doit savoir, quand on connaît quelque chose, on leur dit, et quand on ne connaît pas quelque chose, on doit leur dire aussi. Donc l'absence de preuves ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet. Il faut simplement qu'on trouve les preuves, et pour les modulateurs endocriniens contenus dans les cosmétiques, cette preuve est particulièrement difficile à établir. La seule chose que l'on sait, c'est qu'on en trouve dans l'organisme des hommes et des femmes qui les utilisent. Une autre chose que l'on sait, c'est que les perturbateurs endocriniens sont partout. Dans l'air que nous respirons, dans l'eau que nous buvons, dans les aliments que nous mangeons et dans nos cosmétiques. À cause de leur omniprésence, il est impossible de faire le lien entre une crème et une maladie. Si ce cocktail chimique présente un risque pour l'homme, l'environnement n'est pas en reste. Nathalie Chèvre est écotoxicologue. Elle analyse le risque environnemental que représentent les substances chimiques dans les lacs et les rivières. Depuis peu, avec le service de l'eau de la ville de Lausanne, elle se consacre à un nouveau projet, les produits cosmétiques. Ce qu'on va faire avec la bouteille dans la rivière, c'est qu'on va analyser les substances chimiques qu'on peut trouver dedans, par exemple des pesticides, des médicaments ou bien certaines substances cosmétiques. Pour le moment, on cherche peu de substances cosmétiques, on ne les connaît pas bien, on ne sait pas quoi chercher dans l'eau. Et l'idée, c'est un petit peu un travail de fourmi, on va dans les magasins, on regarde quels sont les shampoings, les gels douces qui sont utilisés, et on regarde toutes les substances qu'il y a dedans pour chercher celles qu'on pourrait trouver présentes dans l'eau. Dans l'environnement, il y a 400 pesticides qui sont utilisés et ces 400 pesticides, on sait les chercher. Il y a à peu près 2000 médicaments qui sont sur le marché, on n'en cherche que 50, donc c'est la petite partie de l'iceberg qu'on connaît. Et puis pour les cosmétiques, il y en a entre 6 et 10 000 et là, pour le moment, on en cherche une dizaine. Mais il faut bien se rendre compte que sur le marché en Europe, il y a 140 000 substances chimiques. Raison de plus pour réduire son exposition à tous ces éléments. Direction Villars-sur-Glâne, où nous retrouvons Sarah Gnoni. Elle vient apporter son expertise à la famille de Zumwald, qui s'est prêtée au jeu d'une lecture d'étiquette. Rentrez seulement. Merci beaucoup. L'enjeu d'un tel exercice, c'est déjà de se rendre compte de la quantité de produits cosmétiques qu'on peut avoir. On n'a pas idée qu'on en utilise autant et que dans chacun des produits, il peut y avoir 30, 40, 50 substances différentes, dont certaines peuvent être problématiques, voire très problématiques. Donc peut-être qu'on peut commencer par un produit assez courant que les gens utilisent. Donc on a le déodorant là. Donc on voit le premier ingrédient, c'est de l'eau. Donc en général, on peut se dire que c'est une bonne chose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, s'il y a de l'eau dans ce genre de produit, c'est qu'il faut des agents conservateurs pour pas que ça fasse de la moisissure en fait. Alors là, surtout, ce qui est problématique, c'est qu'on voit tout en bas, là, l'avant-dernière substance, c'est du triclosan. Et ça, c'est vraiment très problématique parce que c'est un antibactérien, mais c'est un perturbateur endocrinien. Et il y a un appel international qui a été lancé pour l'interdire vraiment dans tous les produits. Et donc, on ne devrait plus en avoir dans les produits de consommation courante comme ça. Alors là-dedans, on retrouve du talc qui ne serait pas problématique en soi si on sait que des fois ça peut être contaminé avec de l'amiante, donc pas top à éviter. Et puis dans ce produit-là, on trouve aussi du PTFE qui est en fait le même produit qui recouvre les plaques de Teflon. Donc celui-là, je ne recommanderais pas trop. Alors que ce soit aux consommateurs de faire attention, je trouve c'est beaucoup demandé aux consommateurs parce que je dirais, la personne lambda, elle connaît vraiment pas tout. On oserait juste parler de celui-là. D'autre part, les étiquettes sont tellement petites, enfin c'est tellement discret. Et puis, moi je trouverais intéressant qu'il y ait une norme qui soit imposée et puis qu'elle soit respectée, que les produits qui correspondent pas soient d'office exclus. Tout mettre à la poubelle. Je pense qu'on se voile beaucoup la face en fait. On se doute bien qu'il n'y a pas que des bonnes choses dans nos cosmétiques, mais au fond, on s'en informe pas spécialement. Et en fait, je me doutais pas forcément qu'il y avait
d'autant de mauvaises substances pour nous et puis pour notre corps, parce que déjà qu'on mange beaucoup de choses qui sont pas très bonnes pour nous, et si on amplifie ça aussi avec tous les cosmétiques, je trouve que ça devient un peu presque risqué de vivre, quoi. Connaître la composition des crèmes et acheter des produits bio permet de limiter l'exposition aux substances à risque. Autre possibilité, faire sa crème soi-même. C'est l'option qu'a prise l'écotoxicologue Nathalie Chèvre. Ce que j'ai choisi de faire comme cosmétique par moi-même, c'est surtout tout ce qui est crème, tout ce qui est agent hydratant. Mais il y a des cosmétiques qui sont plus compliqués, comme les savons, les shampoings, où là, j'ai plutôt essayé de chercher dans le commerce des choses qui étaient plus simples, plus naturelles, toujours pour éviter ces substances potentiellement problématiques. Ma décision de faire mes cosmétiques, mais aussi de changer, par exemple, au niveau de l'alimentation et autres, elle se base vraiment sur un principe de précaution. C'est que pour le moment, on n'a pas d'évidence que ces substances chimiques posent réellement problème chez l'être humain, dans l'environnement, mais chez l'être humain en particulier. Après, on est exposé tous les jours à des centaines de milliers de substances, et puis il semble quand même qu'elles puissent poser problème sur la santé de l'homme. Donc, même sans ces évidences, il me semblait assez urgent et utile de faire des changements. Alors, quel chemin prendre quand la science ne peut pas nous aiguiller? Dans le doute, comment agir? L'incertitude scientifique appelle à une prise de conscience et de position de l'individu et de la société. Partons d'un principe de précaution et modifions nos comportements, et surtout refaisons une société qui ne soit pas basée en fait sur des qualités de vie, des douceurs de crème, d'être jeune pour toujours. Il faut maintenant qu'on prenne conscience que notre comportement, qui nous implique nous, et que nos choix vont être décisifs, parce que s'il n'y a plus de consommation ni de clients pour ce genre, si vous voulez, de produits, eh bien, obligatoirement, le système économique tel qu'il est basé sur la rentabilité à tout prix devrait, j'espère, une fois ou l'autre, changer. Il faudra des années avant de connaître réellement le potentiel de dangerosité des substances que l'on s'applique sur la peau. En attendant, il est possible d'agir en minimisant les risques, en choisissant bien nos produits et en renonçant au superflu. Pour l'environnement d'une part, mais aussi et surtout pour être bien dans notre peau, avec un seul mot d'ordre, précaution. Ce terrible effet cocktail, il se produit au niveau de chaque cosmétique, puisqu'on trouve des dizaines de substances chimiques différentes dans un seul tube. Mais il s'ajoute au cocktail de ce que nous respirons et avalons quotidiennement. La prudence veut donc que l'on réduise cette exposition chaque fois que c'est possible. C'est plus facile avec les cosmétiques, car leur utilisation n'est ni indispensable ni vitale. Et vous l'avez entendu, c'est particulièrement important pour les femmes enceintes et les enfants prépubères. Il existe des applications très bien faites pour vous aider à lire les étiquettes si vous n'êtes pas encore mûr pour fabriquer vos propres cosmétiques ou pour y renoncer. Il n'est pas loin pourtant le temps où un simple savon faisait office de shampoing, gel douche, dentifrice et lessive en même temps.